Je suis le lieutenant Victor, l'Américain qui faisait partie de la mission Citronnelle, une petite équipe d'officiers alliés qui était arrivée aux Ardennes plusieurs mois avant le débarquement en Normandie, pour aider la résistance à former un maquis dans la Pointe de Fumay. En 1944, j'étais un lieutenant âgé de 23 ans et un volontaire pour cette mission que je savais dangereuse. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. On avait demandé au petit lieutenant Lucien pour quand le débarquement, quand il arrivait, pour quand le débarquement. Il avait dit pas avant 6 mois. On était déçus. Et voilà que Victor, qui regarde sa montre, il a dit qu'il avait l'avantage que le débarquement était imminent. Hein, et je regardais toujours. Et c'est à l'heure où je parle, probablement chose faite. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Bon. Mais le camp, à partir de ça, le camp qui s'était déjà grossi, à partir du débarquement, ça a été terrible. Les gens qui sont montés, les hommes qui sont montés, pas les gens, les hommes. La montée d'hommes, parce que je crois qu'il avait dû passer un message sur les ondes que tout le monde devait faire quelque chose. Je suis monté au petit jour le 8. Et ce qu'il fallait surtout, c'était éviter de... Il y avait comment? Un poste pour tir contre avion, là, un DCA. Alors on est passé par le ruisseau, là. Puis on a retrouvé la route de malgré tout, puis on a monté la route, quoi. Et au Père des Chênes, il y avait un gars qui était de maquis, qui était un peu plus loin, alors un signal, quoi. Et il venait nous chercher et il nous conduisait directement au maquis. On montait par petits groupes. Alors ça a duré toute la semaine. Hein. Il y avait une histoire de... Parce que, de tout fait, ça a été l'arrivée en masse. Hein. Par petits groupes, et ça arrivait constamment. Et t'en avais 5, 6, 12, 10, 12. Hein. J'étais dans la section Bosserel, qui comportait 3 groupes. Parce que le camp était... On était quand même pas groupés. Hein. Tu avais une tente pour un groupe, tu avais une autre tente pour un deuxième groupe, 10 par groupe. Oui, c'était des dizaines. Personne ne se figurait de ce qui allait arriver. Il y en avait même qui étaient vraiment euphoriques. Il y a un lieutenant qui nous a appris pas le premier jour, hein, au bout de 3-4 jours, quoi, quand on commençait un petit peu à être organisé. Un soir, sous la tente, il venait avec nous, il nous apprenait le chant des partisans. Personne ne connaissait à ce moment-là. Hein. Dans la journée, on faisait de l'instruction, parce que les 3 quarts, pour ne pas dire les 9/10, n'avaient jamais touché à une arme. Hein. On n'était pas l'un sur l'autre. Hein. On n'était pas l'un sur l'autre, non, c'était tout échelonné le long du ruisseau des Monises, jusque presque le Montranel. Oui, l'installation du camp, quoi, qui s'agrandissait de plus en plus, avec une grosse inquiétude du côté du commandement, parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Et au départ, il avait une vingtaine d'hommes, à peu près, maximum, hein, le maquis. Puis il a vu affluer cette passe. Là, il s'est trouvé un peu débordé. On a eu un rassemblement, c'était le jour d'une prise d'armes. Ben, c'était le dimanche. À 11h, ben, tous les groupes étaient rassemblés, ouais, face au drapeau. Puis il y avait les officiers qui étaient de part et d'autre du drapeau. Et on a levé les couleurs.
sous un soleil torride. Il y en a un qui est tombé dans les pommes, un coup d'insolation. Il y avait toujours des patrouilles et puis des sentinelles quand même. Hein. Ce jour-là, le matin même du massacre, on a vu, donc ça arrivait de Rocroi. Moi j'ai vu personnellement, on était sur le pas de la porte, sur la route de Saint-Nicolas, et j'ai vu les automitrailleuses qui montaient. Et il y avait même des branchards sur les automitrailleuses, et il y avait même des Allemands couchés sur les garde-boue avec des mitraillettes. Et je me rappelle, ils étaient casqués et il y avait des branchages sur leur casque. Ça m'avait semblé bizarre. Il y avait une file de voitures qui sont montées, qui sont passées devant chez nous. C'était le matin. Le matin, aller vers 10 heures du matin, que j'ai vu ces voitures-là monter. Aussitôt, ça n'arrêtait pas, les camions montaient. Il y a eu 3000, c'est ce qu'on concernait les bois. Là. Alors, on a eu l'agent de liaison de Charton qui est venu nous prévenir que les Allemands étaient à Revin, arrivés à Revin et s'apprêtaient à monter au maquis. Et puis, à 2 heures, il y a un gars qui est venu qui nous crier qu'il y avait 2 Boches qui arrivaient. Et alors c'est là que on s'est mis, c'était le branle-bas de combat, quoi. Et nous, on était, les deux sections occupaient les tranchées face justement à l'attaque. C'est nous qui avons essuyé les premières balles, quoi, dans le début de l'après-midi. C'était, le ruisseau était dans le fond et nous, on était au-dessus. Et eux, ils arrivaient par le versant opposé. C'était du tir direct. Il y en a, ils sont pénétrés quelques-uns. Il y en a un ou deux qui se sont fait descendre. Et ils se sont pliés dans la journée. Ils se sont pliés sur la route, puis ils ont entendu le soir. Alors le soir, c'est là que les automitrailleuses et tout le bazar a monté, quoi. Enterrer des munitions, les armes, parce qu'on n'aurait jamais pu transporter tout ça. Non, et puis on s'est baladé dans les marais, parce qu'on attendait c'était la nuit, on attendait le petit jour. Enfin, il fallait passer avant le petit jour, hein, si on voulait ne pas être vu, quoi. Et puis, c'est là qu'on était en colonne, et que la colonne se scindait en deux, parce qu'il y avait un bout de place qui était, justement, les Anglais américains n'ont pas pu faire passer le mot de passe. La colonne s'est trouvée scindée en deux. Il y en avait une dans laquelle il y avait le colonel. Moi, je n'étais pas dans celle-là, j'étais dans la deuxième, avec mon poste me mettant sur le dos. Nous, donc, on est arrivé à proximité de la route de Madame de Corbon, qui n'était pas une route comme maintenant, hein. Un peu plus loin, c'était la route de Monthermé, et là, il y avait une automitrailleuse qui prenait, justement, notre fameuse route en enfilade. Alors, de temps en temps, il lançait une rafale. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il faisait noir, il ne voyait personne. À 4 heures du matin, on a donné l'ordre à la section de... On n'a pas passé toute la section d'un coup, on a passé groupe par groupe. Alors, il y a le fameux gars qui nous conduisait, là, qui s'est levé, qui voulait balourder 2 grenades, parce que les Allemands étaient dans le fossé, avec les mitrailleuses et les mitraillettes, ils étaient échelonnés, hein. Alors, il y en avait un qui était pas loin de nous, notre guide, quoi, s'est levé, il leur balourdé 2 grenades qui n'ont pas éclaté. Et lui, il a reçu la rafale de mitraillette. Alors, aussitôt,
on a foncé, corné, hein, à travers le bois, parce qu'il y avait les chiens qui nous couraient après. On pataugeait dans les marais, dans les ruisseaux pour essayer de dépister. Alors on a foncé à travers le bois tout l'après-midi. Hein. Et on est arrivé à bordure de la route d'Arny. Alors là, on a attendu la nuit parce qu'on se demandait si c'était pas encore encerclé aussi. Et là, il y avait pas d'Allemands. À 8 h du soir, on partait du camp. Alors on partait du camp, le commandant Prisme nous disait, l'un derrière l'autre, hein, à la file indienne. Puis c'est le premier dit aux autres, ça suit jusqu'au bout. Alors on ouvre la partie, puis en arrivant dans les marais des Malices, j'ai même tombé dans le marais jusqu'à la ceinture. Il y avait justement un Anglais qui était derrière moi, puis Francis devant moi. Ils m'ont relevé, et puis on est parti. En arrivant sur la route, au bord de la route d'Arny, puisqu'on a traversé tout le machin, puis on a été sur la route d'Arny, il y a un commandant Prisme m'a dit « Couchez-vous, allez, couchez-vous ». Il y avait les Allemands qui passaient sur la route. Ils faisaient la navette pour voir s'il y a des gens qui passaient, quoi. Puis tout d'un coup, il nous dit « Attention, hein, les blocs qui s'en vont au camion, il y a Norbert, je ne me rappelle plus son nom, c'était un peintre qui restait sur la route de Rocroi. Alors Norbert se met au milieu de la route avec le fusil mitrailleur, puis on a passé la route. Puis de l'autre côté, nous avons été dans les prés, puis d'un coup, en passant dans les prés, les fils barbelés, il avait oublié de mettre la sécurité au mitrailleur. La décharge qui s'en va. Alors on ouvre la partie dans les prés après, puis on arrive un peu plus loin. Tout d'un coup, les canons qui se mettent en route à tirer sur nous. Canons anti-chars. Et puis, le commandant nous dit couchez-vous, couchez-vous. Alors on s'est couché, mais on n'était plus que 52 non plus là, à la place de 150. Alors tous les autres étaient partis d'un côté comme de l'autre. Puis nous, on est parti à 52 à Villerzy. Dans des situations extrêmement critiques parfois, quelques maquisards restés à l'intérieur de la zone que ceinturent les soldats de la Wehrmacht se dissimulent, se terrent, s'aplatissent et, miraculeusement, échappent aux patrouilles qui vont, viennent, reviennent, jouxtent leurs fragiles cachettes, tout en balayant le couvert de rafales de mitraillettes. Plusieurs heures après, ils se relèvent, fourbus, ankylosés, mais libres. Le lieutenant Grenier est sorti, il avait un groupe assez important avec lui, peut-être une trentaine d'hommes, et là, chez Deschamps, il y avait un poste d'Allemands. Auprès de la buisson d'épines, le poste était là. Le lieutenant Grenier, quand il est sorti du maquis, donc, est venu buter sur le poste là. Il a fait feu, hein, ces armes quand il est arrivé ici. Les armes, quand on a tiré, ça sent la poudre. Hein. Les hommes, lui, Grenier, il a franchi, et les hommes n'ont pas franchi, ils ont été prisonniers, quoi, là. Ils ont amené, donc, ils ont parqué les hommes dans le jardin des champs. Le jardin entouré de haies, c'était plus facile pour eux pour en être maîtres, hein. Bon, les voilà parqués, voilà déjà des groupes de parquets là. Les premiers Allemands qui les gardaient n'étaient pas, je dirais méchants, trop méchants envers les prisonniers. Mais il est venu des officiers dans le courant de la journée ou de la matinée, et à partir de là, ils ont fait lier les mains et les ont fait coucher par terre.
la face contre terre. Voilà les hommes là pris, les hommes pris. Et puis, ils en ont emmené, je crois que c'est chez Manon, au Buté, c'est la ferme où que le sieur reste maintenant, en dessous de l'école. Hein. Et puis chez Suzanne. Dans le bois, non loin du camp, dans l'obscurité traîtresse, désemparés, perdus, flottent errent quelques paquets, des jeunes surtout, séparés de leur chef. Leur déplacement répété attire sur eux l'attention de l'adversaire qui ne les a pas exactement repérés. Mais pour les intimider, ils tirent en toutes directions, criblent de balles les taillis dans lesquels ils n'osent pénétrer. Le désarroi grandit chez nos volontaires inexpérimentés. Et lorsqu'ils se heurtent aux Allemands puissamment armés, toujours tirants, c'est la reddition. Reddition qui leur paraît d'autant moins dangereuse qu'ils se laissent abuser par les paroles mensongères venues d'en face, à seule fin de les engager à se rendre. Et alors là, c'est le massacre. Ils les ont mis dans les camions, ils ont été les mettre à la clairière que vous connaissez là, et puis ils ont été les massacrer là-bas. Ils avaient tous une rafale dans la tête, une rafale en pleine figure. Ils étaient tous liés 2 par 2 avec de la drisse de parachute. C'est moi qui les ai retrouvés avec mon père parce que il y avait Coco qui n'était pas rentré, mon frère qui n'était pas rentré. Il y avait mon beau-frère qui n'était pas rentré, donc j'ai retrouvé qui était tué. Alors, comme on avait des amis au Buté, il y en a M. Boucher qui s'appelait Jean et son frère Marcel, tous des gars qui trempaient dans le maquis, c'est des gars qui allaient ramasser les comptes d'air quand ils tombaient. Ils m'ont dit, non, on va traîner dans ce coin-là, on a entendu tirer hier toute l'après-midi. Toute l'après-midi, on a entendu des rafales qui, effectivement, comme je connaissais les bois comme ma poche, j'ai filé, j'ai pris mon père avec moi et j'ai filé. J'ai débouché dans la clairière et là, on n'a pas cherché bien loin, hein. C'est une histoire de 10 minutes, ils étaient retrouvés. Ça faisait c'est une coupe qui avait été coupée, ça pendant la guerre, par les bûcherons, vous voyez, pour faire des charbons de bois. Alors, ça faisait comme des dômes, ça faisait des bosses, quoi. Les places où ils étaient enterrés. Mon père me dit, qu'est-ce que c'est de ça? Alors, ils avaient fait des trous. Et non pas comme il y a certains qui disent, la terre, il n'y avait pas de terre. C'est de la terre qui a été, au fur et à mesure des ans, ça la commune et l'entretien, ces tombes-là. Mais elles étaient peu profondes et il n'y avait pas de terre, ils avaient fait disparaître la terre. On n'a jamais su où qu'ils avaient mis la terre. La terre, ils l'avaient chargée dans les camions. Ils avaient découpé le gazon, ils avaient roulé le gazon, ils avaient remis le gazon dessus. Ils étaient enterrés 7 par 7. Ils étaient 7 par 7 dans les tombes. On a donc retrouvé ces gars-là. Puis alors là, mon père a trouvé une équipe, parce que tous ceux qu'on reconnaissait, ils n'avaient plus de papier hein, sur eux. Il fallait couper un morceau de chemise, un morceau de pantalon, un morceau de la veste, puis aller mettre ça à la mairie. Et c'est les gens qui venaient reconnaître les effets de leur mari, de leur homme, qui allaient reconnaître ça à la mairie. Puis alors, ils mettaient une étiquette dessus après. Puis ils allaient les cacher à droite à gauche. Là. Il y en a eu des cachets là, il y en a eu des cachets dans toutes les prés du malgré tout, là. Mais par paquet de 10, hein, il y en avait beaucoup de cachets. Puis, les Allemands l'ont su. Ils ont su qu'on les avait retrouvés. Alors, ils ont retiré le reste. Ceux qu'on n'avait pas eu le temps de s'occuper, ils ont été les enterrer au fond de l'ours. Ils avaient fait deux grosses tombes, là. Mais manque de peau pour eux, il y avait 2 douaniers qui étaient en faction, là. Qui ne pouvaient mal de bouger, évidemment, parce que illico presto, ils auraient été les retrouver. Ils ont resté là pendant 2-3 heures à regarder le manège, qui déchargeait les cadavres et qui les mettait dans les trous, puis qui les rebouchait, puis les camions sont partis. Et c'est les douaniers qui ont venu nous prévenir, ne chercher plus après, ils sont là, les ont mis là. Ben, c'est les Américains qui l'ont fait. C'est les Amérindiens qui ont donné un coup de main. Cette fois-ci, mon père ne s'en est plus occupé. Hein, c'est la mairie qui
C'est la mairie qui s'est occupée de ça. Je ne sais même pas s'il y avait déjà pas Camille Titeux, c'est les Américains et les GNC qu'on fallait récupérer tous ces gars-là, puis fabriquer des cercueils. Fallait les mettre dans les boîtes. Et ensuite, ils ont été pris de là pour les ramener sur le stade de Revin, et ensuite au carré où ils sont enterrés actuellement. Mais j'ai assisté à toutes ces cérémonies-là avec les jeunes, bien sûr, de mon âge. Oh, c'était poignant. Ça me revient. Dur. Surtout quand on connaissait beaucoup de personnes. Moi, je connaissais pas simplement justement de tuer. Hein, C'était des gens de Revin. Il y en avait d'ailleurs, il y en avait de Monthermé, il y en avait de Fumay, il y en avait de tous les coins, mais on en connaissait beaucoup de Revin qui ne sont pas revenus, malheureusement. « 60 ans plus tard, les jours de mi-juin 1944 sont gravés dans ma mémoire. J'y pense encore. Après tout, j'étais là. Deux idées me reviennent toujours. En premier lieu, l'encerclement et l'attaque de l'encampement du maquis par les Allemands nous a totalement surpris. Notre service de renseignement n'a pas fonctionné. Il est inconcevable qu'une opération militaire comprenant plus d'1 millier d'hommes et une colonne blindée peuvent être assemblés et déplacés dans un silence complet. Deuxièmement, le commandement de notre maquis était débordé dans les jours suivant le débarquement par l'apparition soudaine et inattendue d'un grand nombre de volontaires qui, en majorité, n'avaient aucune formation militaire et qui, se voyant en confrontation avec un ennemi discipliné et bien équipé, ont jeté leurs armes pour se rendre. Ils pensaient sans doute qu'on allait les traiter comme prisonniers de guerre. Cette idée devra leur coûter cher. Nous voilà donc 60 ans plus tard. Que reste-t-il à faire? Les tombes existent. Un monument a été construit. Versons donc des larmes et prions le bon Dieu de bien vouloir garder tous ces jeunes patriotes au paradis. Quand vous passerez au père des chênes, marchez doucement, écoutez les cris montant de la terre, des plaintes d'enfants appelant leur mère, de gars torturés par d'affreux bandits. Quand vous passerez au père des chênes, écoutez les voix des gars du maquis.